Alors, Madame Pinel, vous avez été députée du Tarn-et-Garonne, vous avez été vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie, vous avez été ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme et ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Monsieur Henrich, ancien député de la première circonscription des Vosges, ancien maire d'Épinal, vous êtes président de l'agglomération d'Épinal et vous êtes président de la Fédération des Scots. Alors, quelques mots pour introduire cette table ronde. Donc bon, on a vu que la loi du 22 août fait obligation aux territoires de réduire par 2 leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2030, avec cette perspective d'arriver à la neutralité foncière d'ici 2050. La loi de juillet 2023, finalement, n'a pas beaucoup changé la trajectoire. Elle ne remet pas en cause l'objectif de neutralité. Elle offre une garantie d'une surface minimum de consommation d'1 hectare pour chaque commune dans la tranche des 10 ans. Vous vous interrogerez sur votre point de vue, Monsieur Henrich, là-dessus. Et puis, elle rend possible les efforts de renaturation dans la première tranche des 10 ans et pas à terme. Juste 2 constats pour commencer. Ça a été évoqué notamment par le président. On voit bien finalement que la sobriété foncière et la préservation des fonctions écologiques des sols constituent un vrai enjeu majeur de la bifurcation environnementale. On est confronté à une triple crise environnementale, la question du climat, la question de la perte de biodiversité, la question de l'épuisement des ressources. Et on s'aperçoit finalement que les sols, on s'aperçoit que le foncier sont au croisement de tous ces enjeux. Puisque l'artificialisation est le premier facteur de perte de biodiversité, que ça perturbe la capacité des sols à stocker du carbone et que ça aussi perturbe le cycle de l'eau, sachant que 80% de l'artificialisation se fait sur des surfaces agricoles. Le deuxième point qui me paraît important de rajouter, c'est que finalement, on ne s'est pas posé la question de la sobriété foncière en 2021. C'est finalement un thème récurrent de l'aménagement et des politiques d'aménagement du territoire depuis 30 ans. Je regardais que la séquence éviter, réduire, compenser était déjà dans la loi de 76 relative à la protection de la nature. La loi de SRU, bien évidemment, posait le principe d'une gestion économe de l'espace, les lois Grenelle, et puis on l'a vu, toutes les démarches des Scots, et c'est particulièrement le cas, on citait le chiffre, moins 57%, toutes les démarches des Scots étaient conduites sur cette idée de réduction de l'artificialisation. Pour autant, on l'a vu avec les propos introductifs, je crois qu'à part la loi NOTRe, il n'y a pas beaucoup de lois qui ont fait autant parler sur ces dernières années. Il y a beaucoup de critiques. Alors on a parlé d'une loi qui était mal écrite, on a dit que c'était une norme indifférenciée qui tombait sur les territoires sans tenir compte des réalités locales. On a dit que ça pénalisait, mais vous l'avez dit aussi, les territoires qui avaient été vertueux. On dit que ça va aggraver la crise du logement, on y reviendra. On dit que c'est complètement contradictoire avec l'objectif de réindustrialisation. Et on dit même que c'est une loi qui est ruralicide et qui va, je reprends les termes d'un député, condamner à la glaciation la ruralité et les villes moyennes. Finalement, on a beaucoup discuté du concept d'artificialisation, on a beaucoup discuté de chiffres, on a peu discuté d'aménagement du territoire. Et l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de repartir de la logique d'aménagement du territoire. De quoi le ZAN est-il le nom? Comment faire du ZAN une véritable opportunité? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait obstacle? Qu'est-ce qui complique la tâche des territoires? Bien évidemment, quel impact sur les politiques du logement et les politiques de développement économique? Et puis, à quelle échelle se saisir de cette question-là? On va commencer avec Monsieur Henrich par la question du modèle d'aménagement. Je disais que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé chiffres, on a peu parlé d'aménagement du territoire. Finalement, qu'est-ce qui est en train de se jouer avec le ZAN? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement, on citait tout à l'heure Georges Pompidou qui avait dit dans les années 70, il faut adapter la ville à la voiture. Est-ce que finalement, on n'est pas tout simplement en train de sortir de ce modèle d'aménagement fonctionnaliste des années 60 qui était construit justement sur la voiture individuelle et sur une forme de consommation foncière? Est-ce que c'est pas le logiciel même de l'aménagement qui est en train de changer? Là, ça voilà. Bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour assister à cette et participer
séquence. Moi, première chose, avant de répondre directement à votre question, je voudrais quand même vous féliciter parce que quand on a regardé, on s'est concertés tous les deux, on a regardé la trajectoire parcourue ici par le territoire, par la métropole Savoie, c'est quand même assez exemplaire et ça démontre qu'on n'a pas attendu 2021, enfin la loi climat et résilience, pour travailler le sujet. Ceci dit, la loi climat et résilience, elle nous fait passer une marche très très importante. C'est un changement complet de trajectoire et donc nous allons être obligés de changer complètement de logiciel en matière d'aménagement. Alors il faut bien se situer dans le contexte général. On a la loi Elan qui a demandé de faire qui a donné plus d'importance au SCOT en insistant sur le projet politique à 20 ans. Appuyé sur 3 piliers, plus que 3 piliers, au lieu d'avoir 31 politiques sectorielles, que sont l'économie, l'habitat, les mobilités, enfin le service à la population, etc. Et le 3e pilier, les transitions. Et puis il y a un élément, qui a quand même a été évoqué notamment par M. Saint-Germain, c'est aussi en même temps, nous avons émis 0 émission nette qui a la même échéance que 0 artificialisation nette, c'est-à-dire en 2050. Donc on est là dans un contexte, je dirais, éminemment passionnant, mais qui ne va pas sans poser des questions. Donc, à la Fédération des Scots, on a essayé, pour accompagner les élus, de les aider à traiter ce changement de trajectoire qui, je le répète, est vraiment violent. Enfin, c'est important, mais finalement, c'est peut-être une bonne méthode pour nous faire progresser tous sur ces sujets. Alors, la loi climat résilience, changement de trajectoire, on l'a dit, et puis déjà pour se convaincre qu'il faut le faire, il faut prendre conscience, et je crois qu'il faut insister là-dessus, plus personne ne le conteste aujourd'hui, quelles que soient les régions de France ou d'Europe ou du monde où on habite, le dérèglement climatique est une certitude, l'érosion de la biodiversité en est une autre, donc on voit là que les enjeux sont particulièrement important. Alors ce changement de trajectoire, par quoi va-t-il passer ? Comment allons-nous être obligés de raisonner, de travailler ? Le premier enjeu, ça va être la massification du renouvellement urbain. J'aurai l'occasion sans doute, Madame, d'en parler. C'est aussi la stratégie de la renaturation qui est nécessaire et indispensable si on veut arriver en 2050 aux objectifs que l'on s'est définis. Et puis, c'est aussi le renforcement de la gouvernance et de la cohérence. C'est-à-dire que lorsque l'on sort, ce n'est peut-être pas le cas sur votre territoire, quoique ça a certainement dû arriver aussi, comme un peu partout, c'est qu'on définit tous les élus, tous ensemble, on définit un SCOT, on définit une trajectoire, et puis on se rend compte que les politiques publiques menées ensuite, soit par les communes, soit par le département, ne correspondent pas exactement à cette stratégie qu'on avait pourtant définie tous ensemble. Et donc, cette nécessité de cohérence, elle deviendra de plus en plus importante. Alors, vous avez rappelé quand même, et il faut le dire, que la loi de juillet 2023 a facilité la mise en œuvre. La mise en place du sursis à statuer, la possibilité de préemption pour la renaturation, la prise en compte de la renaturation dès 2021, qui était quand même une grosse erreur de la loi de ne la compter qu'à partir de 2031. Donc ça, ce sont des choses intéressantes. Et puis, il y a autre chose, et le maire d'Aix-les-Bains l'évoquait. Aujourd'hui, à travers un SRADET bien fait, la territorialisation et surtout la prise en compte des efforts passés peut être intégrée dans la loi. Alors, voilà. Après, il reste des doutes importants. Il y a le doute notamment sur les projets d'intérêt nationaux. À mon avis, l'enveloppe de 12 500 hectares me paraît un peu étriquée. D'ailleurs, on voit comment on a du mal à la remplir, ou alors on diminue les surfaces attribuées pour
pour cacher un peu mais il y a certainement à retravailler. Il y a eu retravailler là-dessus. Et puis il y a le manque d'ingénierie. Ça a été évoqué ici ce soir, et j'y reviendrai peut-être même. Et donc là, il faut des moyens, etc. Puis vous m'avez posé la question sur la garantie universelle. Alors, je ne veux pas passer la soirée là-dessus, parce que je pense que votre territoire est assez peu concerné. À part Cœur de Savoie, où 41 communes pour 38 000 habitants, ça fait donc 41 hectares. Tout dépend de ce que vous aurez comme droit à superficie. Mais d'une façon générale, c'est le seul point de cette loi de juillet à laquelle on a témoigné dans la Fédération des Scots une certaine hostilité, parce que nulle part il infantilise les élus. Je crois qu'on était capable entre nous de s'arranger pour que personne ne soit lésé et envisager un véritable développement. Aujourd'hui, j'ai peur que cet hectare universel, notamment dans des territoires très ruraux, devienne un handicap. Je peux vous citer des exemples de collectivités de près de 80 communes et 20 000 habitants. Ça existe, il y en a plus qu'on ne pense. Et là, vous avez 80 hectares, mais c'est pas avec ça mité sur tout le territoire, et c'est pas avec ça que vous ferez du développement. Mais je veux pas insister. C'est sûr que ici, le hectare sur Grand Lac ou Grand Chambéry n'a quasiment n'aura pas d'impact. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la position que développe la fédération des Scots, elle l'a fait lors de ses rencontres nationales, c'est choisir pour ne pas subir, faire d'une contrainte, soi-disant, une opportunité. En tous les cas, faire de cette loi une opportunité et pas la vivre comme une contrainte. Donc, avec les enjeux que j'ai dit, qu'il faut bien se mettre en tête, le dérèglement climatique, etc. Je n'y reviendrai pas. Donc, il faut une révolution de l'aménagement du territoire, changer de logiciel, avec simultanément des enjeux qui peuvent paraître contradictoires, qui sont notamment celui de la réindustrialisation et celui de la décarbonation. Mais là aussi, il faut se poser des questions sur la façon de faire, j'y reviendrai. Et puis, il y a d'autres enjeux. Il y a aussi l'enjeu du vieillissement de la population, hein, ce qu'on ne peut pas ne pas traiter. Alors, le chemin pour atteindre l'objectif est certainement sinueux. Ça va pas être facile. Celui qui vous dira que c'est facile, ce n'est pas facile. Mais c'est quand même un moment assez extraordinaire à imaginer comment on peut maintenant traiter différemment l'aménagement du territoire. Ça va nous pousser incontestablement, et le projet de territoire doit bien répondre aux enjeux de la transition, dans le court terme et dans le long terme, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons vraiment une stratégie et donc faire, comme je l'ai déjà dit, de cette contrainte une opportunité. Il s'agit de réenchanter l'aménagement du territoire en préparant l'avenir et en ayant un discours avant tout positif, c'est-à-dire mettre le territoire en marche face aux défis. C'est compliqué, mais il faut s'appuyer sur les compétences de tout un chacun. Alors déjà, je crois et on le voyait ici aussi dans les diapos qui ont été présentés, 10% du territoire est artificialisé, 10% est artificialisé et 90% ne l'est pas. Alors ces 90% qui ne sont pas artificialisés sont certainement l'épicentre de toutes les transitions, et il est très important de se poser des questions sur ces 90% qui ne le sont pas. Que voulons-nous faire de nos espaces agricoles, de nos espaces forestiers, de nos espaces naturels, les ENAF? Je crois que ça c'est important d'aborder le sujet comme cela. Il faut vraiment formuler un nouveau modèle et pour répondre aussi à l'équation de la densité. C'est certainement le sujet qui est le plus compliqué, et pour les élus et pour les habitants. Cette notion de densité, mais je pense que vous y reviendrez, madame. Et donc, il faut travailler à l'acceptabilité sociale aussi de cette loi. Alors vous me direz, plus facile à dire qu'à faire. Je
partage. Alors, on essaye d'apporter des solutions. Tout d'abord, sur les besoins du territoire. Les besoins, c'est-à-dire comment traiter la problématique des mobilités, du vieillissement, traiter l'accès aussi à la nature et aussi traiter des différentes formes de densité qu'on peut voir. On peut s'inspirer de ce qu'on a pu faire. Moi, j'ai fait un voyage d'études il y a longtemps, en 2010, en Autriche, où j'ai vraiment vu traiter les problématiques de densité dans le Vorarlberg avec des formes architecturales, certes que nous n'avons pas chez nous, mais il faudra, quand je dis changement de logiciel, il faudra qu'on s'y mette tous. Je crois que Madame Wolf, vous êtes architecte même, et on en parlait tout à l'heure, et vous êtes tout à fait d'accord avec cette notion et cette approche. Et puis, il y a la formulation des valeurs qui est importante. Alors, je ne voudrais pas trop m'étendre, mais par exemple, le foncier économique. Le foncier économique, aujourd'hui, il est souvent occupé par du tertiaire. Aujourd'hui, 85% des emplois qui sont créés en France le sont dans le tertiaire. Est-ce que tout ce tertiaire a une place dans nos zones économiques ? Je pense que non. Je pense qu'on peut très bien le rapatrier, essayer de le ramener dans la ville, les cabinets médicaux, les avocats, j'en passe et des meilleurs. Je crois qu'il y a vraiment à faire, et donc il y a vraiment aussi à imaginer toujours sur ce foncier économique, une mutualisation de moyens, de bâtiments, etc. Ça commence à se faire et ça se fait très bien. Apprendre à construire en hauteur et puis également mutualiser tout ce qui touche aux espaces verts. Ensuite, il faut travailler sur les transitions. Nous proposons de créer une carte verte des territoires et vous regardez quel rôle a joué ces espaces verts sur nos territoires, que ce soit les jardins privés, les espaces publics, les différentes fonctions qui peuvent être rendues par ces territoires. Et puis, il faut également travailler sur les formes urbaines avec notamment des trames fonctionnelles, un déplacement possible. Il y a dont on parle de densité, il y a la problématique des îlots de chaleur. Donc, il faut savoir concilier. Et aujourd'hui, on peut imaginer des formes urbaines et on doit travailler des formes urbaines. Et puis, il faut que tout le monde, que la matière grise soit mise en route pour travailler, concilier et la densité et éviter les îlots de chaleur et donc verdir. Alors, l'équation de la densité, nous proposons de travailler à un urbanisme de contrepartie, c'est-à-dire densifier les usages. Objectivement, alors je ne vais pas m'étendre, mais vous trouverez plein d'exemples. On a par exemple des groupes scolaires, des écoles, des collèges, des lycées qui sont occupés 6 mois par an. Plus occupés à partir de 16-17 heures, et puis pas avec un nombre important de jours où ils ne sont pas occupés. De même que quand on construira, il faudra systématiquement penser dans les rez-de-chaussée à mettre des services, à aussi mettre des parties communes qui peuvent bénéficier à tout un quartier, etc. L'aménagement de venelles, etc. Donc je veux pas être trop long, mais la qualité de l'aménagement va être vraiment un enjeu tout à fait conséquent. Et pour cela, il faut qu'on travaille, et ils sont prêts à le faire, avec les promoteurs, avec les aménageurs, avec les acteurs économiques du territoire et avec aussi les habitants. Et les habitants, on a du mal, généralement, quand on fait un SCOT, d'ailleurs que ça passionne pas les foules quand même. Quand on fait de la concertation, c'est pas là que on remplit des salles, mais il y a un vrai travail, peut-être travailler sur un panel d'habitants à associer pour les faire progresser. Donc, je dis qu'il faut agir pour ne pas subir, et il faut que nous posions nos bonnes questions par rapport à nos documents, la façon dont ils doivent vivre. Mais je dirais simplement que, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments pour arriver à résoudre complètement l'équation. Il faudra des textes nouveaux, législatifs. Je pense, par exemple, à la fiscalité. La fiscalité n'a pas bougé depuis août 2021.
dans les différentes lois de finances. Et là, il y a vraiment à faire, puisqu'on a une fiscalité qui ne favorise pas du tout, qui favorise le neuf, je ne citerai qu'un exemple, mais ce qu'on appelle les DMTO, enfin ce qu'on appelle les droits de notaire, etc., qui vont pas forcément au notaire d'ailleurs, mais qui sont très importants dans l'ancien, de la reconquête du vacant, alors qu'ils ne le sont pas dans le neuf. On peut évoquer la TVA, etc., la fiscalité d'aménagement. Vous y arriverez. Bon, très bien. Donc je veux pas. Et puis il y a ce sujet du financement de l'ingénierie. Et enfin, si vous permettez, je traiterai encore le financement de la massification et de la densité. Le fonds vert aujourd'hui, c'est 2 milliards. Nous, on estime qu'il faut 18 milliards sur 10 ans pour résoudre cette problématique de la densification. Et si je prends un autre élément de la loi climat et résilience qui n'est pas dans le ZAN, mais qui est tout à côté, c'est le F et le G qui ne seront plus possibles d'être, les bâtiments F et G qui ne seront plus possibles d'être mis en location. Ça fait 450 milliards, donc il faudra des moyens, et publics et privés, pas exclusivement public, on ne peut pas tout demander à la sphère publique. Donc, vous voyez, un enjeu, mais finalement passionnant. Et puis, je crois qu'il nous faut relever ensemble et solidairement le défi, parce que il me semble que l'enjeu est majeur pour le territoire. Merci. Madame Pinel, on va rentrer sur la question du logement. Donc, c'est vrai qu'une des critiques qui est formulée, c'est le ZAN et le ZEN, puisque effectivement il y a la question de la performance énergétique des logements, va aggraver la crise du logement. Crise du logement, ça fait longtemps qu'on en parle, on a commencé à en parler bien avant le ZAN. Est-ce que c'est une question de nombre de logements produits? Est-ce que c'est une question du coût du logement? Et puis, comme on a parlé des formes urbaines, ensuite on parlera de la maison individuelle, puisque vous avez un ministre qui vous a succédé, qui a dit c'est la fin de la maison individuelle. Mais d'abord, sur la crise du logement. D'abord, permettez-moi de vous saluer toutes et tous, de dire le plaisir qui est le mien que de participer à cet échange. Cet échange qui se situe à un moment où, nous le voyons, les questions en termes de politique publique, d'aménagement du territoire, quels que soient les angles que nous prenons, logement, développement économique, capacité des élus à investir et à porter ces sujets qui peuvent paraître contradictoires, s'opposer, qui suscitent énormément d'inquiétudes. Toujours intéressant de pouvoir partager et échanger les visions et les points de vue de chacune et de chacun sur un sujet qui finalement est extrêmement transversal dans ses thématiques, dans les priorités finalement qu'il impose désormais. Et c'est vrai sur la question du logement, mais c'est vrai aussi sur les questions d'aménagement économique, de services, de mobilité, de transport, qui font finalement la vie quotidienne. Donc ils sont extrêmement intéressants et dans le questionnement des élus très prégnants. Ils sont aussi importants pour nos concitoyens et doivent donc se traduire désormais à l'aune des critères fixés par la loi. Donc j'en reviens à la question du logement et vous m'interrogez plutôt sur la crise du logement. D'abord dire que cette crise, elle ne date pas de 2021 et de la loi climat résilience, qu'elle ne date pas non plus de la loi votée en juillet 2023 qui a apporté un certain nombre de modifications à la loi climat résilience. La crise du logement, elle est liée à des facteurs plus structurels et puis des facteurs plus conjoncturels. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la question des taux d'intérêt, des coûts de construction, le coût du foncier, par exemple, mais le coût du foncier ne date pas non plus de la loi climat résilience. Le problème du coût du foncier est bien plus ancien. Après, il y a effectivement des choix politiques qui se sont traduits au fil des lois de finances successives que je ne partage pas et qui ont aggravé la situation du mal logement
et qui mettent un certain nombre de personnes en grosse difficulté. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais pour bien comprendre la profondeur du sujet du mal logement ou de l'inadaptation du logement par rapport à la composition familiale, par rapport au choix de vie personnelle, on comptabilise aujourd'hui plus de 4,2 millions de personnes mal logées, 300 000 personnes sans abri, dont 2800 enfants, donc avec une progression assez exponentielle, et 2,6 millions de ménages en attente d'un logement locatif social. On pourrait rajouter les passoires thermiques, les 5 millions de logements qui ne seront plus à mettre sur le marché. Voilà, pour montrer, malgré tout, les besoins, parce qu'on parle de sobriété foncière ce soir, mais la question de l'habitat, du logement sont extrêmement essentielles dans la vie quotidienne de chacune et de chacun, parce que c'est un bien que l'on peut considérer de première nécessité pour se construire, s'émanciper, vivre dans de bonnes conditions. Donc il faut trouver sur cette politique-là, effectivement, un chemin entre répondre aux besoins de ces personnes mal logées ou qui vivent dans de l'habitat indigne, insalubre, ou qui attendent un logement social, mais qui, tout en se conformant évidemment à la loi climat-résilience, à la trajectoire qui a été donnée. Et là, effectivement, il y a plusieurs leviers à mobiliser. Nous y reviendrons sûrement dans les échanges. Mais cette crise du logement, elle est à la fois profonde et assez inédite. Inédite pourquoi ? Parce qu'elle touche l'ensemble des segments du marché du logement, ce qui n'était pas forcément le cas des crises précédentes qui ciblaient, pardon de le dire comme ça, mais qui frappaient plutôt un segment du marché. C'était tantôt le logement libre, tantôt le logement locatif social. Là, c'est tous les secteurs qui sont embolisés. Et cette conséquence, nous la voyons dans de nombreux territoires, c'est qu'elle freine les parcours résidentiels, elle embolise finalement tous les segments du marché. Et nous avons de plus en plus de problèmes pour trouver des logements étudiants. Nous l'avons vu à la rentrée de septembre. Nous rencontrons des difficultés pour les ménages qui souhaitent décohabiter, mais qui ne le peuvent pas compte tenu du coût du logement pour décohabiter. Nous avons des familles monoparentales qui ne trouvent pas de logement adapté à leurs besoins. Et puisqu'on parle aussi de développement économique, il y a tout un sujet à anticiper de mon point de vue, c'est la question du lien emploi-logement. Lorsqu'on pose comme principe de réindustrialiser, de décarboner, de mettre les moyens pour développer notre politique et notre souveraineté industrielle et économique, c'est un objectif évidemment que l'on peut partager, mais encore faut-il que l'on se préoccupe en amont des besoins en logement pour qu'il n'y ait pas inadéquation entre offre d'emploi et logement. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que bien souvent, ces dernières années, on a décorrélé un certain nombre de liens qui sont extrêmement importants et qui permettent de réaliser, de produire du logement. Et on a considéré que les dispositifs de soutien à la production de logements locatifs social, que MaPrimeRénov', que le Fonds Vert, que ceux qui permettaient des rénovations performantes et globales étaient soumises finalement à variable d'ajustement budgétaire. Lorsqu'on regarde les dernières annonces sur les 10 milliards d'économies, les principales sources d'économies supplémentaires sont faites sur MaPrimeRénov', sur le Fonds Vert, ce qui doit être normalement mobilisé pour correspondre. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, de cohérence. Il faut aussi de la cohérence dans les choix de politique publique. On ne peut pas imposer des trajectoires aux collectivités locales, aux élus dans leur façon d'aménager, et en même temps enlever les moyens qui permettent de réaliser cet objectif-là. Donc sur la politique du logement, crise profonde, crise inédite par tous les segments du marché qu'elle touche.
avec une question qui se retrouve finalement dans beaucoup de projets, qu'ils soient de logement, de développement économique, et qui va se rencontrer aussi dans la mise en œuvre du ZAN et des politiques de sobriété foncière, c'est toute la question de l'acceptabilité. Pour moi, la question de l'acceptabilité, elle se retrouve finalement au cœur de tous ces sujets-là. Alors, pas sous le même angle forcément, mais lorsqu'on parle de produire du logement, alors ça peut être de la production neuve, mais ça peut être de la restructuration, de la réhabilitation, de la rénovation, de la densification, surélévation, dents creuses, enfin il y a beaucoup de manières de renouvellement urbain, de manières d'y parvenir. Mais lorsqu'on parle de restructuration ou de reconquête d'une friche pour la faire muter avec à la fois du logement, mais aussi des activités tertiaires, on a souvent un sujet d'acceptabilité de l'acte de transformer, de l'acte de construire. On aura aussi la question de l'acceptabilité, et on l'a déjà dans nos territoires, d'une infrastructure de transport qui est nécessaire. Nous avons l'acceptabilité, la question de l'acceptabilité d'une nouvelle zone d'activité économique. Et nous aurons aussi des questions d'acceptabilité dans la mise en œuvre du ZAN. Vous me parliez de la maison individuelle dans votre seconde question. C'est justement un des éléments. La question de l'acceptabilité de la densité sera aussi une question. Quand on fait une enquête d'opinion sur la densité, il y a un nombre important de nos concitoyens qui considèrent la densité comme négative. Donc cela veut dire qu'il faut travailler sur l'acceptabilité de la densité, de montrer par l'exemple qu'il peut y avoir une densité raisonnable, maîtrisée, qui est de l'ordre de l'acceptable et de la faisabilité. Donc, parce que c'est extrêmement compliqué, lorsqu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, d'avoir derrière l'acceptabilité politique. C'est vrai pour l'acte de construire aujourd'hui, c'est vrai pour beaucoup de projets que j'ai évoqués là, mais ce sera aussi cette question de l'acceptabilité qui me semble finalement être au cœur du changement de modèle, du changement de logiciel que vous évoquiez tout à l'heure. Parce que je crois que nous avons tous ici conscience de la nécessité, effectivement, de lutter contre le dérèglement et le changement climatique, de changer et de renouveler notre approche urbaine d'aménagement, même si dans ce territoire, les efforts passés ont été considérables. Et donc, finalement, cette habitude de travail, vous l'avez prise, mais on sait que plus on a fait d'efforts, plus on a été vertueux par anticipation, plus les dernières marches sont compliquées et difficiles. Mais nous savons tous que la clé finalement de la mise en œuvre du ZAN, ce sera l'acceptabilité par nos concitoyens de ce changement de modèle. Et là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de recette miracle. Il peut y avoir un certain nombre d'outils, d'ateliers, de travail de pédagogie, évidemment, mais c'est une prise de conscience collective. Elle demande d'embarquer finalement l'ensemble des acteurs, tous les citoyens, évidemment élus, population, habitants, associations, acteurs économiques, pour parvenir justement à ce changement de modèle et à cette prise de conscience collective que ce qui a été fait avant et le modèle d'aménagement qui a été le nôtre pendant des décennies n'est plus tenable. Et donc, il demande à chacun des efforts. Alors évidemment, les questions de densité ou d'habitat doivent se regarder aussi à l'aune du contexte démographique, géographique. On fera pas les mêmes opérations et la même manière de construire dans un territoire rural que dans un territoire déjà dense. Ce que l'on peut finalement reprocher à ce texte, c'est finalement une forme d'uniformité. C'est-à-dire que on donne des leviers pour réduire l'artificialisation, cadre général, mais finalement ne rentre pas tellement dans le détail. Et vous me direz, c'est normal, c'est pas le but de la loi. Mais derrière l'application, l'accompagnement
par les services de l'État, par les moyens, on en revient à l'ingénierie, parce qu'il y a plusieurs moyens de densifier, de renouveler, de faire du renouvellement urbain, de réhabiliter. Eh bien ça, dans les territoires, et notamment dans les plus petites communes, on peut bien sûr se dire, là, on pourrait réhabiliter ça, mais comment on fait pour le densifier dans des formes acceptables ? Et l'accompagnement et les moyens internes ne suivent pas toujours. Donc c'est aussi ce changement-là qu'il faut regarder. Donc j'en reviens sur la maison individuelle pour terminer. Moi, je pense que dire de manière générale la maison individuelle n'a pas sa place, vous allez dire ça dans une commune de 50 ou 100 habitants, comme c'est le cas dans mon département, on va vous rire au nez. Donc des propos uniformes et généraux comme ça, je ne m'y aventurerai pas. Ce en tout cas qui est sûr, c'est que oui, changement de modèle, et oui, optimiser l'utilisation du foncier pour plus d'efficacité, plus de sobriété, renaturer, végétaliser, densifier de manière raisonnée et raisonnable, tout en veillant dans les zones denses déjà à renaturer en même temps que l'on fait de la densité. Parce que sinon, on accentue les îlots de chaleur, et donc il faut bien avoir en tête que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, hein, pour reprendre une formule bien connue. Un point qui a été un peu évoqué par M. Henrich, c'est la question du ZAN. Parce que dans la loi, on parle beaucoup du ZAN et ça renvoie à la construction neuve. On a aussi 3,1 millions de logements vacants en France. Ça a augmenté de 60% sur les 20 dernières années. C'est souvent dans des zones tendues, contrairement à ce qu'on dit. Et dans les dispositifs de la loi, vous l'avez évoqué, il y a en fonction des diagnostics de performance énergétique, donc G en 2025, F en 2028 et E en 2034, des logements qui seront considérés comme indécents, donc ils seront plus louables en l'état. Ça va nécessairement avoir un impact. Est-ce que, au même titre que changement de modèle en termes d'aménagement, ça ne doit pas nous amener à changer radicalement le contenu des politiques publiques du logement, qui aujourd'hui sont beaucoup orientés sur la construction neuve, et peut-être de moins en moins, pas assez sur dans l'écriture des PLH quand même. Sur les dispositifs État, donc votés par le PLF, donc par le Parlement chaque année. Le soutien à la construction neuve depuis maintenant pas mal d'années est en chute libre, et d'ailleurs les chiffres de la construction plutôt dans les territoires, les PLH des territoires. Mais évidemment, inciter à la rénovation, à sortir du marché locatif les passoires énergétiques, c'est le rythme de mise en œuvre qui va poser problème, parce que ça veut dire que lorsqu'on a déjà une tension sur le marché immobilier, avec beaucoup de personnes extrêmement mal logées ou qui attendent un logement, si on sort du parc locatif ces personnes-là, en plus, on accentue la crise, parce qu'on rénove pas, parce qu'on produit pas assez, ou qu'on réhabilite pas, ou qu'on restructure pas assez. Le sujet aujourd'hui qui se pose, c'est qu'il est plus facile de construire du neuf pour des tas de raisons, et ça coûte souvent moins cher d'ailleurs, que de rénover, de réhabiliter. Et c'est à la fois plus coûteux pour l'aménageur, pour le promoteur, pour le particulier, que lorsqu'on fait du neuf. Donc, avec une limite, c'est que dans ce cas-là, on ne prend pas en compte le coût environnemental. Oui, oui. Mais si je regarde juste le coût de l'investissement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi accompagner financièrement. Alors je parlais de l'ingénierie tout à l'heure, mais aussi financièrement et fiscalement les restructurations et les réhabilitations lourdes. Aujourd'hui, je prenais l'exemple de MaPrimeRénov', par exemple, ou de certains dispositifs qui sont plutôt à l'acte et pas de manière globale. Et on pourrait parler des copropriétés dégradées, qui sont finalement un bel exemple, un sinistre exemple de cette réalité-là, où on voit que nous avons des propriétaires parfois occupants ou des propriétaires bailleurs qui ne peuvent pas assumer
les travaux et le reste à charge qui est souvent très important. Quand on n'est pas là que sur des travaux de rénovation, enfin de performance énergétique, on est parfois sur des travaux de rénovation beaucoup plus globales. Et donc ce modèle économique, il n'est pas trouvé et il demande aussi à la puissance publique de soutenir fiscalement et budgétairement ces rénovations-là, si on veut changer d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la question du renouvellement urbain, de la réhabilitation, de la restructuration ou de la reconquête des friches, par exemple, c'est bien souvent beaucoup plus coûteux qu'une opération sur un terrain nu. Donc, voilà, il faut qu'il y ait là aussi des leviers incitatifs pour y parvenir. Vous pourrez rappeler, M. Henrich, les chiffres que vous avez cités sur ce que seraient les besoins que vous avez estimés à mobiliser pour la rénovation? Ce serait de 18 milliards sur 10 ans. Et on dispose aujourd'hui de 2 à peu près, oui. Donc, je voudrais enfoncer le clou. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que. Il n'y aura pas de reconquête du bâti dégradé, du bâti vacant, sans aide publique, c'est-à-dire État, collectivité. Il ne faut pas qu'on s'exclue. Mais c'est un enjeu, à mon avis, majeur. Pour les années à venir, si on veut gagner la partie, si on veut, parce que ce qui est assez paradoxal. Alors, moi, j'habite une région, on va dire que la démographie est plutôt stable, voire plutôt un peu baissière. On a pas mal de logements vacants, dégradés. Mais quand vous observez une carte de France, et vous l'avez dit, même dans les régions très dynamiques, pourquoi ? Pour les raisons qu'a expliqué Sylvia Pinel, c'est-à-dire que souvent ça coûte moins cher, c'est plus efficace en performance énergétique. Donc ce qui veut dire que quand on veut réhabiliter, il faut y mettre des moyens. Et on n'y arrivera pas tout seul, puisqu'on n'a pas on n'a pas l'équilibre économique. Et d'une façon générale, d'ailleurs, si j'ai un reproche à faire à la loi, et moi je l'avais expliqué à l'époque à Madame Wargon, j'ai dit il n'y a pas de modèle économique à zéro artificialisation nette. Ça n'a pas été travaillé du tout, ni l'impact, ni le modèle économique. Et on voit bien aujourd'hui, dans différents domaines, j'en ai cité d'autres, ça ne se passera pas sans moyens importants et conséquents. Mais l'enjeu, c'est quand même notre environnement et le dérèglement climatique. Donc, il faut que ça devienne une priorité. Et on ne le voit pas apparaître actuellement dans les lois de finances. Depuis le vote de la loi, rien n'est allé dans le sens de climat et résilience. Ou peu de choses. Peu, pas rien. Un autre point qui, effectivement, revient souvent, c'est une loi ruralicide. C'est une loi qui condamne à mort le monde rural. Quel est votre point de vue à tous les deux sur ce sujet ? Non, pas du tout. Pour moi, tout d'abord, je crois qu'il faut faire confiance aux élus, dans un périmètre de SCOT, dans une interco, etc. Pardon, excusez-moi. Il faut faire confiance aux élus pour trouver le modèle d'aménagement. On l'a fait jusqu'à présent et on doit y arriver. Mais moi, je vois pour le milieu rural une véritable opportunité, et notamment dans les transitions, et je pense en particulier aux énergies renouvelables. Là, il y a un véritable retour. La création aujourd'hui d'énergie renouvelable, l'implantation d'énergie renouvelable, elle peut se faire en ville, photovoltaïque, etc. Mais il se fera encore mieux à condition de bien le faire, de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut un agrivoltaïsme bien pensé et qui soit pas fictif, qui corresponde à une réalité, de l'éolien, enfin de l'hydroélectricité, etc. Il y a certainement encore beaucoup de choses à développer. Et donc, je crois que c'est aussi une opportunité pour le milieu rural d'obtenir des ressources nouvelles. Et il faut y travailler. Je vous donne juste un exemple. Je n'aime pas parler de ce que je fais, mais moi, j'ai créé une SEM qu'on a appelée Terre et Herbe, le développement des énergies renouvelables. Et on permet, notre objectif, c'est que toutes les communes rurales puissent rentrer au capital de cette SEM qu'on a constituée avec nos intercos et avec la région notamment et la Banque des territoires. Voilà, je pense que je pense pas que climat et résilience soient ruralicides. Au contraire, je crois que il doit nous obliger à travailler à de belles communes. Et on mène des expérimentations intéressantes. La reconquête du bâti dégradé en milieu rural notamment, mais là aussi ça nécessite des moyens. Mais ça révèle le fait qu'on a un potentiel fantastique, qu'on a un territoire qui est très beau et qu'on peut encore davantage mettre en valeur. Donc en aucun cas, moi je considère cette loi. Alors elle a pu inquiéter
elle a pu inquiéter. Mais il faut aussi faire confiance aux élus pour travailler tous ensemble. Enfin, on a tous à gérer des collectivités où on a des urbains et des ruraux. Et l'enjeu pour nous, c'est toujours de trouver l'équilibre. C'est pas toujours facile, mais on y arrive toujours. Je pars. Le Tarn-et-Garonne partage. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que il faut faire confiance aux élus. Tout à l'heure, vous évoquiez cette façon un peu d'infantiliser. Je partage. Moi, je pense que il faut. Les élus sont responsables. Ils ont démontré avant la loi climat résilience, et c'est encore plus vrai ici, qu'ils savaient prendre des décisions qui allaient dans le sens de l'histoire finalement. Donc ils ne sont pas déconnectés des réalités, bien au contraire. Ils connaissent leur territoire, ils connaissent les besoins et les attentes de leurs habitants, les sujets de développement économique, les sujets de services, les sujets de mobilité, tout ce qui fait la vie dans leur commune. Et au sein justement des intercommunalités, il y a souvent des communes plus urbaines, des communes rurales. Et ça fonctionne même plutôt bien. Donc moi, je pense que, confiance aux élus. Et puis, comme la loi est là, moi, je crois qu'il faut effectivement tirer des opportunités de ce texte législatif, et pour la ruralité aussi. Moi, je pense que ça peut être l'occasion d'opérations de dynamisation des centres-bourgs, de revitalisation de certaines activités, de réhabiliter du logement ou des bâtiments vacants. Moi, vous l'avez dit tout à l'heure, dans mon titre, lorsque j'étais au gouvernement, j'avais la ruralité. J'avais lancé les assises des ruralités. Je dis bien des ruralités parce que la ruralité est extrêmement diverse, contrastée. Mais j'ai souvent vu des territoires imaginatifs, créatifs, innovants, et qui, justement, pour faire face à leur réalité qu'ils connaissent, trouvent l'ingéniosité, la volonté et l'ambition pour leur territoire de porter des projets. Et je suis sûre que là encore, ça permettra à la ruralité et aux ruralités de s'exprimer et de faire un aménagement plus vertueux. Je pense que cette loi, de manière générale, nous impose de faire plus et mieux. Et mieux dans toutes les composantes de l'aménagement du territoire. Un point sur l'économie, vous l'avez un peu évoqué, donc on dit c'est une loi qui est incompatible avec l'objectif de réindustrialisation. Mais vous avez dit aussi qu'on a plus de 80% de l'emploi tertiaire. Pourtant, on n'a que 50% de l'emploi en France qui est dans des zones dédiées. Donc au départ, les zones dédiées, c'est fait pour accueillir des activités incompatibles avec l'habitat. Et on continue à développer massivement du tertiaire dans les zones dédiées. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un changement de cap dans le contenu des politiques économiques pour finalement faire en sorte que ces deux ambitions ne soient pas contradictoires? Et c'est vraiment de notre responsabilité. Hein. Et je rajouterais aussi mais on le voit déjà, je vois déjà à un moment, on se fatiguait pas beaucoup. Hein. Quand on construisait une nouvelle usine ou même pas forcément une grosse usine, une petite PME, on faisait ça à plat. On construisait un hangar, on casait ça, on se préoccupait pas de la superficie consommée. Voilà, il y en avait de disponibles et on le prenait. Aujourd'hui, on voit déjà des aménageurs qui proposent de nouvelles formes architecturales pour le bâtiment. On parlait de décarbonation. Aujourd'hui, tout ce qui est usine à hydrogène ou fabriquant des carburants pour l'aviation, etc. On voit sortir des projets où on traite beaucoup en verticalité et on consommera beaucoup moins d'espace. Et puis, il y a aussi des territoires. Alors, certes, ils pourront servir à la renaturation, mais je pense qu'il va y avoir, qu'on le veuille ou non, quand même, une rétraction des surfaces commerciales au fil du temps. C'est à peu près certain, hein, mais donc, ça pourra servir d'une part à la renaturation, mais ça pourra aussi permettre de trouver des surfaces pour faire autre chose. Alors sur l'habitat, il faut être prudent, hein, parce que on va pas reconstruire des villes à l'extérieur des villes, hein, mais c'est aussi des opportunités. Tout ça, il faut que tout ça s'imbrique. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à l'ensemble du modèle, mais on peut aussi s'inspirer. Il faut pas forcément réinventer l'eau chaude ou l'eau tiède. Hein. On peut aussi s'inspirer de ce qu'ont fait d'autres pays, notamment en Europe, qui ont été bien en avance sur ces sujets.
Je parlais tout à l'heure de l'Autriche, mais c'est intéressant parfois de voir ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Hollande. Et on voit qu'il y a des formes urbaines où on a une belle qualité de vie. Et pour autant, on n'a pas 1000 mètres carrés autour de sa maison. Alors, de ce point de vue-là, l'Angleterre est intéressante, puisqu'ils sont 75% à vivre en maison individuelle, on est 55%, et ils consomment 57% de foncier de moins que nous. Et effectivement, ça pose la question des maisons. Ouais. Pour finir, parce qu'on est en retard, donc on a vu ce qui faisait un peu obstacle. Vous avez parlé effectivement de la grosse question du financement de la massification du renouvellement urbain, du défaut d'ingénierie. Il y a un point qui me paraît aussi important, c'est quand même la question de la fiscalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on marche pas un peu à l'envers? On a encore une fiscalité qui est construite sur la consommation foncière et sur la croissance. Est-ce que là, on n'a pas un... Et puis sur la construction neuve. Sur la construction neuve, bien sûr. Alors écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vite barbant, mais la Fédération des Scots a sorti un fascicule entier. On a travaillé avec un cabinet d'avocats fiscalistes spécialisés et on a fait des propositions différents ministères d'incitation à travers la fiscalité sans que ça coûte forcément davantage à l'État, mais simplement la réorienter différemment, c'est-à-dire favoriser la densification, pénaliser la consommation foncière quand elle est trop importante, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un catalogue, on a fait un catalogue énorme, il y a beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, il faut absolument que ça avance. Et ça, il faut que les élus que nous sommes, collectivement, il faut qu'on milite pour que maintenant, cette problématique de la fiscalité soit prise en compte et qu'elle aille dans le sens de zéro artificialisation nette et non pas dans le sens de l'extension urbaine. Un mot pour finir sur ce sujet ? Oui, effectivement, le sujet de la fiscalité, comme le sujet des moyens que je lis, parce que ma conviction, c'est que si on veut vraiment changer d'échelle, et avoir la capacité à agir localement et très directement et avoir des résultats, impulser un changement de politique publique pour que nos concitoyens, que pour celles et ceux qui peuvent être inquiets, qui doutent, qui nous interrogent, si on veut y arriver, il faut aussi qu'on puisse avoir des démonstrateurs finalement et des exemples de collectivités de taille identique qui ont réussi justement à faire des opérations de requalification, de densité soutenable. Alors, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites, c'est assez documenté dans certaines publications, mais c'est mieux quand c'est à côté de chez soi, que c'est dans la même interco ou pas très loin. Donc il faut véritablement mettre des moyens parce que le temps est finalement un temps de la trajectoire est un temps assez court finalement rapporté à l'échelle et en même temps tous ces changements d'échelle, la fabrique de la ville, le temps de la réhabilitation, de la rénovation, des restructurations, la production de logements, c'est un temps long. Donc c'est pour ça que effectivement il faut que le changement de modèle s'opère le plus vite possible dans les lois de finances à venir, si on veut avoir des résultats, parce que les résultats sur la fabrique de la ville, c'est toujours un temps long et qui nécessite en amont beaucoup d'anticipation. Donc finalement, on est toujours en train d'anticiper sur nos documents de planification, sur la stratégie foncière, sur les projets que l'on doit mener. Et au final, ça met du temps à sortir, pour le dire de manière un peu triviale. Mais effectivement, c'est cette équation qu'il faut régler si on veut traduire le texte dans les faits plus que dans les documents. Merci à tous les deux. Donc, on va vous donner la parole. Et je crois qu'il y a d'abord une intervention des 3 présidents des EPCI. Et puis, il faudrait, Nicolas, que j'ai la... Alors, qui commence ? Je ne sais pas s'il y avait intervention des présidents des EPCI. Moi, c'est avec plaisir que je vous ai entendus, tous les 2, et puis tous les 4 d'ailleurs, parce que c'était intéressant.
Voilà, moi, ma façon de penser, c'est que Suzanne, c'est quand même compliqué. Je suis donc présidente de Cœur de Savoie. Alors, ce sera pas tout à fait aussi simple que vous le dites, même cet hectare garanti. D'abord parce qu'il ne sera pas garanti partout, il sera notamment pas garanti quand on n'a ni PLU ni carte communale, ce qui est le cas d'un certain nombre de communes encore. Et puis surtout, même cet hectare garanti, il faudra qu'on se dise quand même dans quelle dimension on le travaille, parce que ça n'a pas forcément de sens qu'il soit garanti par commune. Il faudra bien qu'on se parle de territoire. Bon, moi, je regrette qu'on n'ait pas de PLUI sur Cœur de Savoie, mais voilà, on avance lentement. Il faut respecter les uns et les autres, c'est ainsi. Voilà, moi, les il me pose beaucoup de questions. Alors, tout a été dit et bien dit déjà, je crois, ce soir, sur le fait notamment que, et moi, ça me pose toujours question, que finalement, on autorise la moitié de ce qui a été fait ces 10 dernières années. Alors, si on le fait commune par commune, ou qu'on le fasse d'ailleurs sur des territoires plus larges, voilà, si on a fait n'importe quoi ces 10 dernières années, on aura le droit de faire la moitié de n'importe quoi dans les années qui suivent. Ça c'est quelque chose, moi, qui me dérange. Alors, sûrement parce que je suis le maire d'une commune où le renouvellement urbain a été un vrai sujet ces 10 dernières années. C'est un sujet de notre PLU et qu'on s'est toujours dit, enfin, on s'est dit dans notre PLU qu'il fallait commencer à travailler sur le territoire déjà urbanisé, parce qu'on avait beaucoup de choses à y faire, lutter contre des friches industrielles notamment, mais des friches aussi en termes de logement, et que ça a été notre priorité avant d'aller vers l'extension urbaine, mais parce que on était inspiré par ce SCOT, qui date de 2005, qui était un SCOT vertueux, enfin qui l'est toujours, d'ailleurs, révisé en 2020, et que quand on a fait cet effort-là, on a du mal à entendre le ZAN quand on entend que le zéro, en fait, dans le ZAN. Et quand on se passionne un peu pour l'urbanisme, quand on a participé aux premières décisions du SCOT en 2005, qu'on avait imaginé avec les grands élus qui dirigeaient ce syndicat à l'époque, ce que devait être finalement un développement durable de notre territoire, on se passionne pour l'urbanisme. Et l'urbanisme, c'est d'abord et avant tout un projet. C'est un projet, c'est des formes urbaines, c'est beaucoup de sujets en même temps. C'est les transports et les déplacements, c'est les ordures ménagères, c'est la nature, c'est l'eau. C'est un projet global et qu'à travers le zéro, on n'entend pas bien le projet. Voilà, et moi ça c'est mon plus grand regret. Je partage beaucoup des objectifs du texte. Il faut maintenant qu'on trouve dans la mise en œuvre vraiment la façon de respecter l'urbanisme dans ce qu'elle a d'intéressant pour le projet, pour la vie des gens. Ensuite, on fait de l'urbanisme pour imaginer nos villes et villages de demain et comment on y vivra bien. Et voilà, n'oublions pas le projet et ne soyons pas. Voilà, moi, dans zéro artificialisation nette, j'aime pas le zéro. Oui, parce qu'on oublie tout. On oublie toute notre façon de réfléchir. Et quand, comme ici, on réfléchit, je pense intelligemment depuis 20 ans et même un peu plus, on est très déçus de pas être mieux reconnus. Alors. Je partage ce que vous dites. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas si j'ai dit que ce serait facile. Je ne pense pas l'avoir dit. C'est assurément, ce ne sera pas facile. Mais pour ce qui est du fameux hectare, de la garantie universelle, j'ai dit que pour les 2 autres collectivités qui composent Métropole Savoie, ce serait pas un problème, puisqu'il y a peu de communes et que, de toute façon, elles auront consommé peu ou prou, parce que je rappelle que le compteur commence à tourner depuis 2021. C'est pas des 1 hectare en plus, hein. C'est 1 hectare qui sera pris dans l'enveloppe. J'ai dit que ce serait plus compliqué pour vous. Alors, vous me dites, heureusement, tout le monde n'a pas de document d'urbanisme. Mais sachez que, à travers la loi, il suffit de délibérer et de dire, j'ai l'intention de faire un document d'urbanisme pour avoir droit à l'hectare. Ce qui veut dire que, enfin, je voudrais pas donner
de mauvaises idées. Donc le risque, il est important. Et vous voyez bien que quand on attribue cet hectare à chaque commune, dans une commune qui est, disons, moins dense dans une communauté de communes qui est moins dense que les autres, ça pose le problème, ça remet presque à zéro. C'est un terme que vous n'aimez pas entendre, moi non plus, mais toutes les problématiques d'aménagement du territoire. On balaye d'un coup d'un revers de la main 15 ans d'aménagement du territoire. C'est aux élus de s'organiser pour pouvoir le faire. Alors, c'est vrai que le terme de employer zéro artificialisation nette, c'est violent et ça fait peur, c'est vrai. On aurait pu dire, je ne sais pas quoi, enfin parler de sobriété foncière d'abord, mettre vraiment sobriété foncière, et puis dire qu'à partir de 2050, pas de construction, pas de renaturation, ou toute renaturation peut engendrer des nouvelles superficies utilisées. Mais je crois qu'il faut vraiment rester quand même très optimiste et positif, parce que d'autres pays ont été confrontés à ces problématiques. On est quand même un peu le dernier de la classe, hein, disons-le, vous partagez. On est quand même un peu le dernier de la classe. Et allez voir, par exemple, les Anglais qui ont trouvé des modes constructifs, mais qui sont adorables, et on a envie de vivre et d'habiter. Je pense il faut vraiment qu'on change complètement notre façon d'aménager, de construire, etc. Après, on est vraiment c'est loin d'être parfait, cette loi, puisqu'il y a toutes les mesures d'accompagnement qui, si elles n'existent pas, ne nous permettront pas d'atteindre des objectifs. On a tous envie on est des républicains, on veut respecter la loi, on est préoccupé par le dérèglement climatique, mais il faudra des moyens, il faudra de la cohérence, comme vous le disiez et le rappeliez, pour qu'on aboutisse. Oui, donc Isabelle Dunaud, donc je représente président de Grand Chambéry. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites et bien dites. Moi, ce que je retiens, c'est que déjà au niveau du foncier, c'est un peu comme l'énergie, hein, c'est-à-dire que le meilleur foncier, c'est celui qu'on ne consomme pas, c'est la mise en œuvre de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et c'est vrai que là, on a un vrai travail collectif à faire là-dessus. On le fait, c'est difficile. Vous l'avez dit, il y a plus de 3 millions de logements vacants en France. Alors, selon les chiffres qu'on retient, mais sur la ville-centre, par exemple, de Chambéry, on est quasiment à 9% de logements vacants. Où sont-ils? Sont-ils tous insalubres, obsolètes et non. Donc, on lance des opérations, notamment de renouvellement urbain pour en reconquérir. Là, on a un vrai enjeu parce que ce sont des logements dans la ville qui sont à proximité des services, des commerces. Donc ça, c'est un enjeu. Il y a aussi l'enjeu des résidences secondaires. Alors, on ne peut pas ne pas en parler dans notre territoire. Alors, bien sûr qu'en station, on va pas reconquérir les résidences secondaires pour forcément habiter à l'année, quoique la Grande Motte, finalement, a eu une évolution très particulière. Mais bon, on a aussi des résidences secondaires dans un certain nombre de nos communes. Et là, et des meublés loués, 3,5 millions, voilà, si on fait les deux. Tout à fait. Et puis, vous l'avez évoqué, l'enjeu de massification du renouvellement urbain. Et là, moi, j'insisterai en disant sur tous les segments. Bien sûr, il y a le logement qui représente les 2/3 de la consommation des ENAF. Mais vous l'avez bien évoqué, l'activité économique. Parce que il n'est pas normal qu'on ait autant d'activités économiques tertiaires dans les zones d'activité alors qu'elle devrait être vraiment hébergée dans la ville, accueillie dans la ville. Alors c'est plus difficile, bien sûr, en termes d'accessibilité, mais il y a vraiment un enjeu là-dessus. Il y a un enjeu aussi et là on n'est pas du tout vertueux en France, hein, quand on voit, vous évoquiez en Angleterre pour des modèles d'habitat, mais quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, on construit en limite séparative, on mutualise, on monte en étage, les stationnements, parlons des stationnements, et
Et c'est vrai que là, on a vraiment encore de très très grandes marges de progrès et de marges de diminution de consommation d'espace, ça c'est clair. Donc ça on l'a évoqué. Ça renvoie, vous l'avez évoqué, à la question du modèle économique, financier et fiscal. Et là, il y a un vrai problème. Là est le nœud du sujet et du ZAN. Les coûts de recyclage, de réaménagement de secteurs bâtis, de reconquête de friches, de démolition, des pollutions d'équipements. Sur la ville de Chambéry, je peux vous dire qu'entre la ZAC Cassine, la ZAC Vétrotex, bien, on voit les bilans d'opérations. Là, c'est vrai que fonds verts, fonds friches, n'y suffisent absolument pas, et que globalement, les fonds publics sont vraiment mobilisés. Et ça, c'est un sujet, parce que tant qu'on pénalisera pas, comme vous l'avez dit, la construction, pénaliser étant un mot un peu fort, mais on a tous compris l'idée générale, la construction sur des espaces vierges, et qu'on réorientera pas la fiscalité pour donner des moyens à la reconquête de l'ancien, on n'y arrivera pas. Alors, il y a eu des petites évolutions, et nous, on l'a fait dès qu'on a pu le faire sur l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, au maximum d'ailleurs, à plus de 60%, sur les logements vacants, bien sûr, mais il y a la question de la taxation de la plus-value des cessions des terrains nus qui sont devenus constructibles parce que le trait est du bon côté, hein, et là il faut qu'il y ait aussi des améliorations, de surmajoration de taxes d'aménagement, le versement pour sous-densité qui a été supprimé de mémoire 2 ans ou 1 an avant la loi climat et résilience. La liste est longue de cette révolution fiscale que vous avez, sur laquelle vous avez évoqué vos propositions. Alors ensuite, on l'a évoqué, et Béatrice aussi, le projet. Je pense que il faut surtout pas rentrer par des logiques comptables et d'apothicaires et arithmétiques. Revenir au projet. Quel est notre projet de territoire, notre vision? Alors, il y a une chose qui m'a interpellée dans la présentation qui a été faite d'ailleurs par ma collègue Corinne Wolf sur, si j'ai bien compris, les communes rurales qui ont une évolution démographique 2 fois supérieure aux communes de l'axe métropolitain depuis 20 ans. Je pose la question, est-ce bien compatible, conforme à notre projet de territoire? Est-ce que c'est bien un modèle de développement vertueux? Est-ce que c'est bien en articulation avec urbanisme, mobilité? Est-ce que on va bien là vers le ZAN et vers le ZEN? Bon, je pose la question. Mais bon, donc le projet, comme disait Molière. Et puis la territorialisation, donc alors la climatisation en cascade, on territorialise à tous les étages, le SRADET, le SCOT. Il y a un enjeu de territorialisation par le SCOT qui prenne en compte les spécificités locales. Il y a des infrastructures de niveau national, il y a des zones d'activité emblématiques, on va dire, de niveau régional. Il y a des logements sociaux à produire, et sur Grand Chambéry, on va passer également à l'objectif de 25%. Ce qui nécessite, et on est en train d'exploser les temps d'attente, hein, et le ratio de 4 demandes pour une offre, hein. Donc c'est vrai que là aussi, cette territorialisation nécessaire par le SCOT devra prendre en compte ces spécificités. Et puis il est nécessaire, et là on est dans une situation un petit peu différente quand on est sur des EPCI compétents PLUI. Il sera absolument nécessaire de travailler à l'échelle de l'EPCI, notamment sur la fameuse garantie universelle que vous évoquez, parce que même sur Grand Chambéry, je pense que ça peut être quand même un petit sujet aussi, l'application de la garantie universelle. Et puis enfin, moi je finirai par le calendrier, parce que sans attendre dans cette fameuse climatisation en cascade 2028 pour les PLU, PLUI, je pense qu'il faut qu'on agisse en responsabilité et qu'on anticipe dès maintenant. Sur Grand Chambéry, on est perpétuellement d'ailleurs en cours de modification, donc là on rentre en enquête publique de la modification 4 et on va lancer la modification 5. Mais donc, il faut réinterroger dès maintenant
dès maintenant, parce que les compteurs ont commencé à tourner, même si on veut pas parler compteurs, mais il faudrait quand même bien rentrer dans le dur. Les compteurs ont commencé à tourner depuis 2021. On est dans le mur et dans une crise environnementale majeure. On le voit tous les jours, malheureusement. Et donc, il faut réinterroger dès maintenant un certain nombre de zones à urbaniser, des 2 AU, bien sûr, des 1 AU aussi, pourquoi pas, et voire même pas s'interdire de regarder si toutes nos zones sont construites, nécessaires, et s'il faut pas réserver des espaces de respiration. Donc, je pense qu'il faut le faire sans attendre 2028, parce que c'est très très loin encore, et réinterroger dès maintenant un certain nombre de parties d'aménagement dans nos documents d'urbanisme. Monsieur Beretti, ensuite on a 4 questions dans la salle. Vous pouvez continuer à poser vos questions par le QR code. On se donne jusqu'à 21h25. Et après, ce sera le buffet dînatoire dans le hall. Monsieur Beretti. Je crois qu'il est parti, Renaud. 4 questions, oui, dans la salle. Comment ? Ok, alors on va passer à les questions. Il y avait une première question, c'est « Devons-nous ajuster les coefficients de biotope afin de faciliter la densification ?» Alors, on va passer à la deuxième question. À quand des documents d'urbanisme qui permettent des hauteurs de bâtiments plus importantes, permettant de baisser le coût de construction ? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris la première question, mais pour ce qui est de la deuxième, ça dépend des élus. C'est vous qui faites vos PLU, PLUI, et qui définissez la règle du jeu en matière de hauteur, etc. Et voilà, c'est bien aux élus de revisiter leur PLU, PLUI. Là, par contre, on a la main. Hein. C'est local. Est-ce qu'il y a des travaux parlementaires en cours qui laissent présager des évolutions rapides de la fiscalité des rénovations par rapport aux constructions neuves ? Est-ce que vous avez... Alors, déjà, les sujets budgétaires, les leviers fiscaux, la tradition, c'est toujours en débat au moment du projet de loi de finances. On ne prend pas de dispositions fiscales ou budgétaires de politique publique. On peut faciliter, on peut avoir des textes qui donneront un nouveau cap, mais toutes les dispositions fiscales et budgétaires, normalement, elles sont concentrées dans le projet de loi de finances. Donc, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est les annonces des coups de rabot de 10 milliards d'économies sur un certain nombre de politiques publiques et notamment MaPrimeRénov', le Fonds vert. Mais le gouvernement a la possibilité de ne pas le passer par un PLFR, c'est-à-dire un projet de loi de finances rectificative. Ça, c'est une décision politique qui lui appartient, tant que c'est sur des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. En revanche, s'il venait à toucher des taxes affectées ou des taxes, là, il serait obligé de repasser par un vote du Parlement, puisque là, les taux sont fixés évidemment par le législateur. Les travaux en cours au Parlement qui peuvent intéresser ces sujets-là, enfin un peu connexes, j'en vois un sur les outils pour les copropriétés dégradées. Et un autre qui est en débat sur les locations, les meublés de tourisme, qui est en navette en ce moment entre l'Assemblée et le Sénat. Vous parliez tout à l'heure des résidences secondaires ou des locations de meublés touristiques qui captent finalement du logement au détriment du logement pérenne. Là aussi, il y a un sujet de fiscalité, clairement, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui loue son logement de type Airbnb est moins taxé que quelqu'un qui loue son logement à un propriétaire bailleur qui loue à une personne de manière classique, disons. Donc là aussi, c'est un chantier en ce moment. Mais après, sur les autres travaux, je n'en ai pas connaissance. Il y a une question sur les politiques foncières et sur la nécessité d'une plus grande maîtrise foncière publique pour
arriver à mettre en œuvre tout ce dont on a parlé. Votre point de vue là-dessus? Effectivement, il y a un sujet de maîtrise foncière. Je vais faire une réponse assez courte, mais aujourd'hui, nous avons des établissements publics fonciers. Là aussi, il y a un sujet de moyens sur les établissements publics fonciers. J'en avais la tutelle lorsque j'étais au gouvernement sur ceux d'État. Il y a aussi des établissements publics fonciers locaux qui existent et qui peuvent justement accompagner les collectivités dans leur maîtrise foncière ou dans des projets de reconversion, de réhabilitation ou de reconquête de friches. Mais compte tenu de la cherté du foncier, du temps que mettent les opérations à sortir quand il y a des dépollutions, des projets d'aménagement complexes à réaliser, là aussi on doit trouver le modèle économique. Pour les EPF ont le leur à une échelle modérée, je dirais. Lorsqu'on va devoir changer d'échelle et avoir beaucoup plus de travail partenarial, parce que c'est ce que le ZAN peut permettre aussi, c'est d'avoir des opérations beaucoup plus transparentes entre opérateurs. Là, l'échelle, les EPF ne seront pas forcément dimensionnés pour absorber l'accompagnement, l'ingénierie, le cofinancement et la massification finalement. Oui, concernant les EPF, on n'en a pas parlé, c'est vrai, j'y repensé après. Ce sont quand même des outils assez extraordinaires. Je juge à travers celui que je pratique régulièrement, qui est l'EPF Grand Est. Avant, ça c'était l'EPF Lorrain, qui avait servi après à la fin des mines, de la sidérurgie, etc. Et ce sont devenus des outils de véritables machines de guerre pour nous. Enfin, tout ce que nous faisons en aménagement ne serait pas possible si on ne disposait pas de ces établissements publics fonciers. Mais quand je disais qu'il faut qu'on change de logiciel, je crois qu'aussi, nous, collectivités, il faut qu'on songe à créer des foncières et puis peut-être, parlant du foncier économique, à ne plus le vendre, mais à faire passer un bail, des baux, pour garder la maîtrise, et certainement qu'on va y venir assez vite, puisque à partir de 2050, il faudra pouvoir avoir cette maîtrise foncière et il faudra bien contractualiser avec les entreprises. Mais ça me paraît tout à fait le bail pour l'industrie est vraiment, et sur les zones économiques, est vraiment quelque chose à travailler. Et là, je pense qu'on peut mettre en place un modèle applicable à l'ensemble du pays. Mais j'y vois là un bel outil de maîtrise du foncier sur le long terme. Et aujourd'hui, on sait bien traiter les friches, mais ce n'est pas une solution que d'attendre qu'il y ait une friche pour pouvoir se réapproprier un foncier ou un bâtiment, etc. Et là, il y a tout un travail à faire. Quand je disais qu'il fallait changer de logiciel et faire preuve d'imagination, ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille tous collectivement. Il y a une remarque complémentaire là sur ce sujet finalement de la rente foncière, c'est est-ce que finalement il ne faudrait pas revoir la fiscalité des plus-values foncières, et est-ce que finalement cette fiscalité aujourd'hui n'empêche pas les collectivités d'avoir une plus grande maîtrise? Si, incontestablement, ça doit se faire dans une révision globale de la fiscalité. Évidemment, les enjeux ne sont plus les mêmes, et aujourd'hui, si on veut que des biens tournent, des biens bougent, on a parlé de transformation, y compris de transformation de résidence secondaire en résidence principale, etc. Aujourd'hui, il y a un frein fiscal qui est énorme, dans un territoire, si je prends le cas des Alpes, de la Savoie et de la Haute-Savoie en particulier, où on a quand même un prix du foncier qui est assez conséquent. Donc et puis avec une évolution très rapide de ces prix au cours des dernières années, si on regarde de 2005 à aujourd'hui, en 20 ans, c'est assez fulgurant. Et là, la problématique de la plus-value est une problématique qui fait que les propriétaires ont plutôt tendance à geler leurs biens plutôt qu'à de les remettre sur le marché.
Alors, il y a aussi une question sur finalement l'équilibre entre artificialisation et renaturation. À quelle échelle se fait cet équilibre-là? Est-ce qu'on va renaturer à proximité des lieux urbanisés, ou finalement est-ce que on va avoir des compensations qui peuvent se faire à des centaines de kilomètres du lieu artificialisé? À quelle échelle ça se fait? Je pense que c'est encore un sujet qui est vraiment à travailler. On peut imaginer, a priori, si on joue, en étudiant la loi, ça peut se faire à l'échelle d'un SCOT, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et il faudra aller plus loin. Comme on a su le faire, par exemple, on a commencé à le faire avec les projets d'intérêt régionaux ou les projets d'intérêt nationaux. Moi, je pense qu'en matière de renaturation, il faudra pouvoir aller plus loin même qu'un seul SCOT, que peut-être à l'échelle de certains interscots. L'échelle des régions, c'est plus compliqué, mais pourquoi pas, il ne faut pas l'écarter. Moi, sur cette question de la compensation, je pense que c'est un sujet à anticiper. Anticiper dès aujourd'hui, finalement, de la manière dont on va pouvoir avoir des zones qu'on désartificialise pour renaturer, pour pouvoir peut-être réaliser d'autres projets qui sont structurants, qui sont indispensables. Parce que la logique, finalement, de la sobriété foncière, elle nous impose de revenir et d'identifier d'abord les besoins. Quels sont les besoins prioritaires? Quels sont les besoins prégnants d'un territoire? Et à partir de là, dans l'élaboration du projet de territoire, de savoir quelles sont les priorités publiques, politiques, finalement, quel est le visage que l'on veut donner à son territoire. Donc, on part d'une identification des besoins, des projets, pour ensuite, finalement, les décliner en se disant, là, on peut densifier, là, on peut renouveler, là, on peut avoir ce foncier que l'on va désartificialiser parce que c'est une friche et on veut la laisser en pleine terre. Donc, je pense que c'est un sujet, une réflexion globale qui s'anticipe et qui demande à être regardé en amont, parce qu'il peut y avoir des gisements justement à identifier, à répertorier dans le cadre des diagnostics que vous faites à chaque élaboration de documents de planification. Un mot sur le logement. Une remarque: pour financer la rénovation, pourquoi ne pas proposer des avances sur les travaux en prenant une hypothèque sur le logement? L'État ferait une avance de trésorerie sans créer de dette, 18 milliards d'hypothèques par an sur 10 ans et zéro dette. Et une question, toujours sur la question du logement: comment concilier ZAN et objectif SRU? Alors, je vais prendre d'abord la première question sur la question de l'hypothèque. Tout ça, c'est des leviers qui sont finalement pas du domaine législatif, que c'est les banques qui le pratiquent pour financer. Moi, je me souviens, on avait essayé de travailler sur le reste à charge le plus avec des avances remboursables, par exemple, ou des éco-prêts à taux zéro, plutôt que des mécanismes trop complexes. Mais quoi qu'il en soit, le modèle, il n'est pas encore là pour les gens qui n'ont pas suffisamment de moyens pour rénover, réhabiliter, et surtout lorsqu'on est sur des copropriétés ou des grands ensembles qui sont déjà très dégradés. Là encore, je pense que des propositions d'éco-prêts à taux zéro, justement au moment où les taux d'intérêt sont plus élevés, ça a du sens. Au lieu de les réduire, ce serait peut-être intéressant de les remettre à plein. Sur l'ancien, tout ce qui est réhabilitation de logements, le prêt à taux zéro dans l'ancien a été réduit énormément dans sa quotité, dans son montant. Là aussi, c'est peut-être des paramétrages à revoir sur le prêt à taux zéro. En tout cas, moi, je le considère fortement, parce que je me souviens du combat que j'avais dû mener à l'époque pour le réinstituer dans la loi de finances, le prêt à taux zéro dans l'ancien. C'était assez dur, mais je pense que c'est un vrai intérêt pour réaliser des travaux et pour utiliser du déjà là. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être étudiés. La question du ZAN et de la loi SRU, des obligations SRU, je disais tout à l'heure que la crise du logement ou les difficultés de production que l'on constate aujourd'hui
était pour moi décorrélé du ZAN. Ce que je disais en introduction, je le redis ici. Les sujets de production de logements aujourd'hui sont liés ou d'absence ou de faiblesse de production de logements sont liés aussi à des choix budgétaires, à des choix politiques qui ont été faits, à des ponctions très importantes qui ont été faites sur les bailleurs sociaux. Je rappelle que c'est 1,3 milliard par an depuis 2018. Donc avec ça, ça fait beaucoup de production de logements sociaux, beaucoup de rénovation et de réhabilitation du parc social qui ne sont pas faites, parce que là maintenant on est à plus de 10 milliards d'économies sur le dos des bailleurs. Donc pour moi, la production de logements sociaux comme production de logements de toutes catégories confondues, parce que je le répète, il faut tous les segments pour avoir une ville mixte. Parce que sinon, on crée à nouveau de la ségrégation spatiale ou de la gentrification, et c'est pas ma vision des choses. Mais le ZAN n'est pas incompatible avec la production de logements sociaux, comme il ne l'est pas sur du logement libre, comme il ne l'est pas. Il demande une fois encore de changer de modèle et de se réinterroger sur les besoins et sur la manière de le faire, en densité. Mais évidemment, c'est pas simple, c'est moins simple que de produire sur un terrain complètement vierge. Voilà, je vous propose qu'on en reste là. On va donner la parole pour terminer à Madame la sénatrice Martine Berthet. Et je rappelle que les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu répondre trouveront des réponses dans les actes du grand format. Et je vous rappelle le buffet dînatoire dans le hall d'entrée. Voilà, pour terminer, Madame la sénatrice. Oui, merci beaucoup. Donc, peut-être quelques éléments sur l'actualité législative, et notamment pour dire qu'au Sénat, nous avons mis en place un groupe de suivi du sujet ZAN, tant ce sujet est important, et on le voit bien, tant il demande encore des réponses. Alors, ça a été dit sur la fiscalité, entre autres, mais voilà, dans beaucoup d'autres domaines aussi. Donc, ce groupe de suivi travaille et auditionne, et attend également des autres sénateurs de faire remonter les problématiques des territoires. Donc je ne manquerai pas, bien sûr, de faire remonter à mon collègue Jean-Baptiste Blanc, qui est le rapporteur sur ce sujet au Sénat, ce qui a été dit ce soir, et éventuellement peut-être de proposer une audition des élus de ce territoire, puisque c'est vraiment intéressant de voir comme vous avez pris les choses en main et ces réflexions que vous avez, je trouve que cela est très constructif et sans doute assez novateur aussi au niveau de la démarche. Donc bien sûr, comme le disait Sylvia Pinel, les questions de fiscalité seront à voir. Comme ça a été dit ce soir, il n'y a pas de modèle économique qui a été fait sur le ZAN, et pourtant il le faudrait vraiment. On voit bien que les enjeux financiers sont énormes et que ce qui est prévu pour l'instant n'est pas du tout à la hauteur. Ce sujet de la fiscalité, peut-être pourra-t-il être vu au moment de cette grande loi logement que nous attendons. Nous sommes nombreux à réclamer depuis déjà quelques mois. Elle arrivera peut-être avant l'été ou à l'automne, mais en tout cas, il y aura bien sûr le projet de loi de finances pour 2025 qui sera l'occasion de mettre ce sujet sur la table. Mais bien sûr, avec les difficultés financières, de déficit, de dette, que connaît notre pays et qui vont aller en s'accentuant, je pense que cela ne va pas être évident à mettre en œuvre, et pourtant il le faudrait. Il faudra trouver des équilibres, bien sûr, et des solutions ont déjà été évoquées ce soir qui sont intéressantes. Je voudrais revenir sur la loi concernant les copropriétés dégradées. Alors, il ne s'agit plus des copropriétés dégradées, le titre a changé, mais de l'habitat dégradé de façon générale. Donc, le texte a été voté par les deux assemblées. La commission mixte paritaire a été conclusive avec un accord trouvé de façon générale sur la totalité du texte entre les deux assemblées. Et donc, le texte définitif a bien été voté à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je pense que la loi devrait être promulguée, si elle n'a peut-être été ces derniers jours, puisque tout cela date de la semaine dernière. Et c'est un texte
qui donne des outils aux maires. Il y a tout un tas de mesures, notamment pour sécuriser les expropriations lorsqu'il y a danger ou voilà, mais différentes autres mesures également. Donc c'est un texte qui sera intéressant dans le cadre du ZAN justement pour travailler sur les logements des centres-villes ou centres-bourgs qui pourraient être dans des états dégradés et amenés à être réhabilités peut-être plus vite justement par l'intervention des élus. Et puis il y a ce texte pour faciliter, alors j'ai plus exactement le titre, mais pour faciliter en tout cas le marché locatif qui enfin arrive au Sénat. Donc la conférence des présidents avait lieu hier soir. Nous déterminerons la semaine prochaine en commission des affaires économiques le rapporteur sur ce texte et puis les travaux pourront donc commencer au niveau du Sénat. On pourra aller plus loin. Sachant qu'il y a une exception qui a été mise dans ce texte au niveau de l'Assemblée nationale, et j'espère qu'elle pourra être conservée pour la montagne, puisque là, bien sûr, on le voit bien, le sujet est un peu différent et nous avons tout de même besoin dans nos stations de ces logements touristiques. Donc il faudra arriver à trouver les équilibres les plus justes possibles et conserver quand même cette exception montagne. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'actualité législative, mais sachez que je ferai remonter, bien sûr, je m'adresse au président, que l'on pourra peut-être auditionner. Ça pourrait être très intéressant, je pense. Merci. Merci à tous. Je vous propose qu'on applaudisse nos deux intervenants pour les remercier. Merci.